On est hyper contente d'avoir pu organiser cette demi-journée. C'est la première fois qu'on arrive à faire quelque chose comme ça et qu'il y a ce genre de demi-journée qui est organisée en France pour parler de ces sujets-là. Donc c'est une demi-journée qui est organisée par Women in Games, dont je fais partie, qui est une asso dont l'objectif et le but est de promouvoir la mixité dans les jeux vidéo, que ce soit au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des professionnels. France eSport, qui nous a vachement aidé, qui a été aussi vachement moteur de l'organisation de cette demi-journée, dont le but est de promouvoir et d'aider les différents domaines de l'e-sport français à s'organiser, à se structurer. Et Paris & Co, qui est un incubateur de start-up qui nous a vachement aidé aussi. Évidemment, la mairie de Paris qui nous a permis de faire ça ici, donc un grand merci à eux de nous avoir autorisé à faire ça dans l'hôtel de ville, c'est quand même super cool. Voilà, donc une des raisons pour lesquelles on voulait organiser cette demi-journée, c'est que, comme vous le savez probablement tous, l'e-sport, c'est un domaine qui est en grosse croissance et évolution en ce moment, en France, mais pas que, évidemment, dans les autres pays aussi. Et bien que ce soit une évolution qui soit exponentielle, on a toujours un fort clivage homme-femme dans le milieu. Donc il y a énormément une surreprésentation des hommes et une surreprésentation des femmes. Et donc, en tant que professionnel du jeu vidéo, on voulait questionner ça, ce pourquoi on en est là. Pourquoi on fait ce constat aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des spécificités françaises par rapport à ça, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général? Et aussi questionner quels sont les leviers qu'on peut actionner, nous, en tant que professionnels du jeu vidéo, pour faire évoluer ces mentalités et pour faire évoluer la situation. Donc, pour parler de tout ça, on a réuni plein de professionnels du jeu vidéo cet après-midi, qui sont toutes des femmes. Donc, on est super contente de ça aussi. Parce que c'est la première fois qu'on peut organiser un event où on n'a que des professionnelles féminines qui parlent dans le jeu vidéo. Alors l'idée, c'est pas qu'elles sont meilleures parce qu'elles sont des femmes, c'est juste que ce sont des femmes et elles sont professionnelles. Donc elles ont un avis qui est peut-être un tout petit peu différent de celui des hommes. Et on est super contente de faire de la place aujourd'hui à cet avis-là. Donc on va avoir une première séquence introductive qui va nous présenter un petit peu où on en est aujourd'hui, quelle a été l'évolution ces dernières années et quel est l'état des lieux actuel, suivi de 2 tables rondes avec des professionnels du jeu vidéo et de l'e-sport en particulier, qui vont débattre sur plusieurs questions. Donc je ne vous spoil pas, mais ce sera très très intéressant, je pense. Donc la première partie, l'introduction, donc on a Servan et Maria qui vont présenter ça. Toutes les 2 professionnelles dans l'e-sport et dans le jeu vidéo. Donc Servan qui est juriste spécialisée dans le jeu vidéo et Maria qui travaille dans les événements e-sport et qui a aussi cofondé l'association GameHer, qui est une association de promotion de la mixité dans les jeux vidéo. Voilà, je vous laisse le micro et merci à tous. Hello et merci Nathalie. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors nous, on va vous présenter une petite conférence introductive. L'idée, c'est de poser des questions, soulever des questions et parler des enjeux, des perspectives de l'e-sport et de la mixité. Et la plupart des sujets qu'on va aborder, on va sûrement les creuser un peu après lors des tables rondes. Donc c'est parti, Maria. C'est parti, Servan. Alors, petite présentation. Nathalie nous a bien présenté, donc on va vite passer sur son slide. Oui, alors donc c'était au 1er mars, il y a quelque temps, donc à Katowice. Il y a eu un rassemblement de plusieurs acteurs de l'e-sport qui se sont rassemblés, dont aussi Women Game France, et également d'autres structures qui visent à promouvoir la professionnalisation et la mixité des femmes, enfin la mixité et la place des femmes dans le milieu de l'e-sport, qui sont rassemblés afin de faire des recommandations afin d'aider à la professionnalisation des femmes dans le secteur de l'e-sport. De cette discussion, on a découlé donc, un document que vous pouvez consulter, qui est disponible sur le site de Women Game et qui a été également traduit. Donc on n'est pas là pour le présenter, mais je vous encourage à le consulter si ça vous intéresse. Mais ce que l'on voulait dire principalement à ce sujet, c'est que c'est un peu ce qui a été le moteur en fait, de la discussion d'aujourd'hui, de vouloir vraiment pouvoir développer davantage de ces questions aujourd'hui. Voilà.
Donc, On a pu en tirer quelques pistes de réflexion, justement, qu'on va vous présenter après. Mais on va faire un rapide rappel, enfin quelques petits chiffres, vous connaissez peut-être ces tableaux, de Newzoo et PayPal. On ne va pas rentrer dans les détails des chiffres parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a une croissance exponentielle de l'e-sport. Là, on est sur l'audience dans l'e-sport. On a vraiment une croissance exponentielle. À gauche, c'est dans le monde. À droite, on est en France. En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'en France, on n'est vraiment pas en reste. On est plutôt pas mal. Et ce ne sont que des prédictions, donc il faut les prendre avec une certaine mesure. Mais c'est pour vous dire vraiment qu'il y aura une augmentation de l'audience e-sport et donc du marché de l'e-sport. Donc forcément, les femmes ont un rôle à jouer là-dedans. Et c'est vraiment un marché qui est ouvert, il faut en profiter. Et il faut vraiment prendre conscience qu'il faut vraiment augmenter la place de la femme dans l'e-sport. Mais avant ça, alors là on parle de chiffres sur 2015-2016, mais la femme, elle est dans l'e-sport depuis très longtemps en fait. L'e-sport c'est pas si nouveau. Et puis bien sûr il y a Pam Hart et Heather Martin. Bien sûr tu les connais, Maria? Oui. Vous les connaissez aussi, hein? Non? Si? Ah, voilà. Donc, il n'y a pas que moi. Enfin, c'est vrai qu'en fait, à la base, quand on nous a parlé de ces femmes, on s'est dit, on connaît pas. Sait pas qui c'est, on voit pas qui c'est, on va pas parler de femmes qu'on connaît pas. Et justement, on s'est dit, c'est dommage en fait. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas ces femmes qui pourtant étaient là, aux prémices de l'e-sport, aux prémices des premières compétitions de jeux vidéo, dont Pam Hart, qui a été donc la première compétitrice qui a gagné l'Intergalactic Spacewar Olympics en 1972. Et Heather Martin, donc, qui a participé au Nintendo World Championship. Donc là on voit vraiment que ça fait longtemps qu'il y a des femmes dans l'e-sport. C'est pas nouveau. C'est simplement qu'on n'a pas forcément relayé l'information, on n'en parle pas. Ouais. Et donc on n'en fait pas des références, on n'en fait pas des modèles pour les jeunes femmes qui veulent rentrer dans l'e-sport aujourd'hui. Et ça soulève également le fait que, au final, on ne connaît pas très bien l'histoire de l'e-sport, quoi. Enfin, nous-mêmes, on n'en sait pas tant que ça et on manque cruellement en fait, d'informations sur l'histoire de notre propre écosystème, quoi. Et c'est dommage en fait. On a besoin d'étayer davantage de réflexion là-dessus. C'était un petit point qu'on voulait soulever. Et surtout, un pourcentage important. Oui, 47% de femmes qui jouent aux jeux vidéo, donc ça fait quasiment un joueur sur deux. 47% des joueurs sont des femmes en fait. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt even, quoi. Donc logiquement, l'e-sport, il devrait y avoir à peu près autant de femmes qui pratiquent de l'e-sport, quoi. Non, voilà. On a, d'après une étude de PwC sur les jeunes femmes donc engagées dans l'e-sport, il faut bien comprendre les vieweuses, les spectatrices, les joueuses, on n'en a que 22%. C'est pas énorme. Et encore 22%, quand on voit les études donc, de Nicolas Besson qui ont été effectuées dans les LAN françaises, à savoir... donc sur le terrain sur le terrain directement, donc via un recensement, on n'en tient que 5%. Et également avec l'étude d'Annabelle Labonne, plus particulièrement sur la scène de Street Fighter. Donc leurs deux études respectives se corroborent sur vraiment un chiffre de 5%, ce qui au final est très loin du 47% de joueuses, quoi. Ok, mais alors pourquoi on a si peu de femmes qui se présentent en compétition? Là, on s'est posé la question. Nous, on va essayer de poser... on a trouvé quelques raisons. Il y en a peut-être d'autres. Mais voilà ce qu'on a trouvé. Déjà, problème de construction sociale. Il y en a un marketing qui est historiquement genré. Alors là, clairement, ce qu'on apprend depuis toujours, on éduque les petits garçons à être compétitifs, à se confronter, donc à jouer aux jeux vidéo. Et les petites filles, non. Plutôt la coopération, la collaboration. Donc déjà, à la base, si on apprend, si on a cette construction sociale qui est genrée, forcément, on n'aide pas les femmes à rentrer dans le milieu de l'e-sport. Mais en plus de ça, bien sûr, il y a le marketing. Là, le marketing des années 80-90, c'était vraiment axé sur jeux vidéo, garçons, le bleu, etc. Alors, il faut savoir que... il n'y a pas du tout de logique. Nous, on trouve qu'il n'y a pas de logique derrière ça, puisque c'est vraiment une construction sociale. Et on nous oppose souvent que les femmes dans l'e-sport n'ont pas le niveau, en fait. Et c'est pour ça qu'elles ne rentrent pas dans les compétitions professionnelles. Mais en fait, c'est qu'il y a déjà très peu de femmes, et qu'ensuite, si on ne leur laisse pas leur chance pour s'entraîner et monter en niveau, en compétences, forcément, il y en a pas beaucoup. Ou même tout simplement d'avoir des activités dans leur enfance qui leur permettent de développer les compétences qui font qu'elles sont nécessaires dans
des professions telles que l'e-sport ou même dans le jeu vidéo en général en termes de performance. Donc pour nous, il n'y a pas de raison physiologique, de raison un peu scientifique qui explique qu'il y ait si peu de femmes dans l'e-sport. Et on parlait marketing justement. Marketing, c'est un souci. On a axé surtout sur les garçons, mais aussi au niveau de la place, l'image de la femme dans le jeu vidéo. Oui, alors on va en revenir souvent. C'est vrai que pendant très longtemps, en fait, on considère que le jeu vidéo a été créé pour des hommes, par des hommes pour des hommes. Donc pour un public masculin, on a énormément sexualisé l'image de la femme, pas forcément à juste titre. On constate, voilà, boobs, c'est ce qui relève le plus souvent, ce qui se retrouve le plus souvent sur les personnages féminins. Et malheureusement, même les personnages, en fait, on a du mal à s'identifier à elles parce qu'au final, c'est des personnages qui se font sauver et qui vont pas forcément aller à l'initiative de l'action ou quoi que ce soit. Donc c'est encore. On peut dire qu'on avait un marketing qui ciblait clairement les hommes avant tout. Parce qu'on avait un contenu qui était créé par les hommes et pour les hommes. Mais j'ai l'impression que ça a un petit peu changé, ça, non, Maria? J'ai l'impression que là, maintenant, c'est plus trop le cas. C'est vrai qu'on aime bien appuyer là-dessus sur l'hypersexualisation de la femme, mais c'est vrai que ça a quand même pas mal évolué ces dernières années, notamment avec la licence Overwatch de Blizzard. On peut voir quand même qu'au niveau de la représentation de la femme, au final, la morphologie, même les dictats de la beauté changent un peu et qu'on peut voir un peu de tout et pas forcément... Des belles galbes ou tout type de physique en fait et qui sont un peu plus représentatives des femmes d'aujourd'hui tout simplement. Ouais, enfin là on a Fatal qui est quand même un personnage d'Overwatch plutôt sexy, une sniper plutôt sexy, donc explique-moi. Ça c'est un petit point que j'aime bien aborder parce que on a le droit d'être sexy aussi sans pour autant que ce soit mal accompagné. Ce que j'aime bien avec Fatal en fait c'est que son physique, son chara-design est accompagné par le storytelling qu'il y a autour d'elle, en fait. Plus précisément, donc, c'est une ancienne ballerine, de son métier, et justifier en fait, aussi son chara-design. Et moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des filles en petite tenue, à mesure où elles ne sont pas en train de courir à se battre avec des talons, alors que ce n'est pas du tout justifié. Je pense aussi à Sejuani qui, dans League of Legends, qui avant était une guerrière dans le froid en petite tenue et qui, Riot a beaucoup changé là-dessus, qui en a fait quelque chose de beaucoup plus crédible avec beaucoup plus d'armure parce que tout simplement, aller courir en bikini dans la neige, quoi. Du moment que c'est justifié, ou que ça paraît logique et dénué de sens, en fait, que c'est plutôt nué de sens. Je sais pas si c'est très français ça. J'espère que vous m'avez comprise en tout cas. Donc c'est ça que j'aime bien en fait sur le côté de Fatal là-dessus. Après aussi, le 3 quand même dédié cette année quand même les femmes mises à l'honneur. Ouais, cette année le 3 a vraiment mis les femmes en avant, donc on peut constater avec Beyond Good and Evil, il y a donc aussi Battlefield et c'est Assassin's Creed Odyssey. Ouais. Voilà. Exactement, donc il y a quand même du progrès et c'est important de le noter et de pas toujours dire ouais non c'est pas bien les femmes toujours dans les jeux vidéo tout ça. On voulait quand même préciser que il y a du changement et c'est ce changement qui est positif et qui induit justement la suite. Ok, on va parler d'un autre problème. Bon, les discours et les comportements discriminants. Alors là, on va pas faire cliché. C'est pas lié intrinsèquement aux jeux vidéo. C'est lié tout simplement déjà à Internet. Donc ça s'applique dans tous les domaines, pas que le jeu vidéo. Et ça ne concerne pas que les femmes, c'est toutes les minorités. Et l'anonymat, bien sûr, ça facilite en fait ce type de comportement, parce qu'on risque rien, donc on se lâche. Ça nous arrive à tous, à un moment donné, d'insulter quelqu'un sur Internet. Mais donc c'est aussi difficile pour une femme de rentrer dans l'e-sport quand il y a tous ces discours et ces comportements autour. On en parlera lors des tables rondes. Et puis aussi, c'est un milieu masculin. Ouais, tellement masculin que c'est vrai que quand on a une image de la femme qui a été très sexualisée au niveau de la représentation dans le jeu vidéo, quand on arrive en tant que joueuse dans des parties compétitives et qu'on s'en est amené à parler, le problème c'est qu'on a toujours l'impression d'être considéré juste comme une potentielle partenaire plutôt que juste un partenaire de jeu non genré en fait. Et c'est là le problème en fait, on est juste là pour jouer au même titre que tout le monde. Et c'est bien dommage.
Oui, et on soulève aussi l'insuffisance de modération, mais ça, on ne peut pas non plus tout modérer. On ne peut pas avoir toujours quelqu'un qui surveille le moindre des propos. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays de liberté d'expression. Il ne faut pas qu'on ait des dérives non plus au niveau de la modération. Et puis, les lois sont difficiles à appliquer en ligne, effectivement, parce que y a une question de preuve. C'est un peu difficile d'avancer sur ces terrains. On note quand même des progrès au niveau de cette application des lois. Dernièrement, il y a eu des petites condamnations contre des jeunes hommes qui ont harcelé notamment la journaliste Nadia Dam qui avait pris la défense d'une jeune fille sur le forum jeuxvideo.com 18-25. Et du coup, elle a quand même réussi à avoir une condamnation, quelques mois avec sursis et puis quelques milliers d'euros. On progresse, mais attention, c'est un sujet un peu sensible. Donc il faut surtout sensibiliser plutôt que punir derrière. Voilà. Et puis, un autre problème aussi. Comme vous le constatez, depuis 2012, il y a eu énormément de communautés féminines, mixtes et tout, qui se sont créées. Ça relève... Ce que l'on retient, c'est quand même qu'il y a un moment donné, les joueuses ont eu le besoin de se réunir, le besoin de partager leur expérience et même de partager leur passion ensemble et de pouvoir... vivre de ça et comprendre un peu les problématiques. Mais ce qu'on constate, c'est que la majorité de ces associations, de ces communautés, à l'heure actuelle, elles n'existent tout simplement plus. Je pense à Mademoiselle, donc Nana Shore, Hypnotica et même Pinkward. T'as une idée pourquoi elles n'ont pas tenu ? C'est tout simplement difficile de tenir des communautés pareilles quand on a très peu de soutien, autant financier que humain, parce que l'associatif, ça on pense qu'on est un peu tous assez à même pour le savoir, c'est que l'associatif c'est très compliqué sur le long terme à garder une motivation, surtout quand les choses commencent. On sent qu'à un moment ça bloque, ça devient compliqué en fait. Mais s'il y a quelque chose aussi que je voudrais noter, parce que quand même le terme c'est e-sport et mixité. Pinkward avait lancé une initiative, donc c'était un tournoi mixte sur League of Legends qui avait été d'ailleurs soutenu par Riot à l'époque, qui visait donc du coup à confronter donc des équipes mixtes. C'était sur une semaine et donc avec donc les finales qui étaient retransmises sur Twitch le week-end. C'était une des premières initiatives vraiment de tournoi mixte. Après, il relève la question de est-ce qu'imposer la mixité c'est bien. Évidemment, ça reste quand même une question à réfléchir, mais ce qu'il faut noter, je pense, plutôt que le fait d'avoir imposé des équipes mixtes, c'était la bonne volonté justement de pouvoir montrer que filles et garçons peuvent jouer ensemble sans problème. Et c'est ce qui, en général, a tendance un peu à refroidir, où les gens appréhendent un petit peu à l'heure actuelle de mettre des filles et des garçons dans une même équipe. Ok, on a eu pas mal de raisons. Et forcément, il y a un cercle vicieux qui s'est instauré. Oui, stéréotype de genre, du contenu par et pour les hommes, et donc peu de femmes. Et donc derrière, comme on a peu de femmes... encore des stéréotypes de genre, et encore du contenu par les hommes et pour les hommes, pas d'argent, pas de femmes. Donc ce cercle vicieux, peut-être qu'on va pouvoir y remédier, peut-être qu'on est déjà en train d'y remédier. Et on s'est demandé, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration ? Comment on peut briser le cercle vicieux ? Est-ce qu'on peut le briser ? Non. D'ailleurs, je pense que la conférence s'arrête là. Merci, c'est gentil. Au revoir. Voilà, on n'est pas là pour ça. Bon, bien évidemment qu'on n'est pas là pour... On a des pistes pour vous qui seront creusées après lors des tables rondes. Mais déjà, les réseaux qui prônent l'entraide, ça nous concerne directement. Alors, on vous a présenté quelques réseaux, on n'a pas tout présenté, mais Maria, tu en connais quelques-uns, tu peux nous en présenter peut-être rapidement ? Alors, les premiers se ressemblent un peu, grosso modo, mais Fairplay Alliance, ça a été donc un rassemblement des éditeurs, des plus gros éditeurs que l'on connaît, Blizzard, Riot, qui visent à promouvoir la bienveillance des communautés, le fair play et ce genre de choses pour tout simplement inciter les joueurs à avoir les bons comportements. Women in Games, NK qui aide justement dans tout ce qui est networking, dans la création, l'accompagnement justement des hommes et des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Et pour finir, Gamer et la Ligue féminine. C'est quoi ces deux petits Gamer et la Ligue féminine. Alors, Gamer, c'est une association qui vise à promouvoir la mixité dans le jeu vidéo et qui a une rédaction, qui crée des événements et qui même se lance vraiment dans des équipes e-sportives. Donc, au même titre que la Ligue féminine qui, elle, organise un événement qui vise à créer un tournoi League of Legends pour les femmes.
Et c'est ce genre d'initiative qui aide un petit peu à la visibilité des femmes et qui aide les femmes aussi à pouvoir participer à tout cet écosystème. Donc on espère une multiplication de ces réseaux et puis quelques synergies aussi entre les réseaux, parce qu'il faut qu'on parle et qu'on partage. Et ensuite, aussi... les structures, c'est très bien, mais il faut aussi des rôles modèles. Et quand on parle de rôle modèle, on pense à Kayane, ici présente. Gegouri aussi, qui est donc une joueuse Overwatch, qui est actuellement sur l'Overwatch League. Mais les joueuses, c'est très bien. Il y a aussi également ceux qui participent à l'écosystème. Donc les présentatrices et animatrices comme Shogs ou Bully, que l'on connaît, notre petite française qui a un sacré parcours, et ça on ne le dénie pas. Et on est très content d'avoir une femme française pour nous représenter et pour nous inspirer au final. Mais est-ce que ça suffit d'avoir juste des rôles modèles? Est-ce que... Nous, on s'est dit, les alliés masculins, c'est important, ouais. On en a mis quelques-uns, on a eu un peu de mal quand même à en trouver un. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal, mais au final, on s'est dit que dans l'e-sport, on a toujours eu quand même une présence masculine, vu qu'il n'y a que des hommes, qui ont quand même été là pour nous soutenir et pour nous soutenir en fait dans nos projets et dans le quotidien en fait. Et c'est grâce à ces hommes qui s'expriment publiquement sur la place des femmes à l'heure actuelle, ou qui contribuent justement à leur présence au sein de la scène e-sport, qu'on peut continuer à vivre de nos projets. Donc on parle donc de Nicolas Besson, qui est là aussi aujourd'hui, mais aussi Narcus, qui était coach d'une équipe féminine. Nicolas Nioche, qui est à la tête de Bari Sport et qui s'est toujours prononcé en faveur des femmes. Un deuxième Nicolas, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Mais également Zaboutine, que l'on connaît, qui a fait plusieurs podcasts, d'ailleurs en compagnie de Bully, donc Laure Vallée, qui s'est de nombreuses fois exprimé sur le sujet de la place des femmes dans l'e-sport et qui a été beaucoup de réflexions là-dessus. Et c'est en parlant, en fait, on a beau pas forcément avoir à chaque fois les mêmes opinions, on ne sera jamais d'accord sur vraiment tout, mais le fait d'en parler, de discuter, de commencer à vraiment créer des réflexions là-dessus pour comprendre quel est le problème, en fait. Et c'est exactement le genre de choses qui nous aident à avancer, au final. Et c'est grâce à ces hommes, c'est grâce à vous aussi, qui faites aussi en partie de l'écosystème e-sport, qu'on peut continuer à être de plus en plus nombreuses, quoi. Donc on a également besoin de davantage d'alliés masculins, et je pense que dans les alliés masculins, vous êtes là, hein. N'hésitez pas à vous engager pour la mixité et à nous aider, à nous donner vos conseils, vos retours, etc. On a vraiment besoin de vous, et je vois qu'il y a pas mal de mecs dans la salle quand même. Donc vraiment, on a besoin de ces alliés masculins. On ne veut pas rester isolés entre femmes, c'est pas du tout le but. Derrière, alors, un débat un peu clivant, encore à prendre avec des pincettes. Il n'y a pas de consensus sur ce sujet-là, mais nous, on voulait l'aborder. Parce que on s'est dit, les tournois dédiés aux joueuses, c'est peut-être un mal pour un bien. Qu'est-ce que ça permet? Pourquoi il y en a on essaye de faire des tournois dédiés aux joueuses. Alors, Maria? Oui. Oui. Au sujet des tournois féminins? Ouais. C'est vrai que toi, t'en penses quoi? Ouais, au début, j'étais vraiment très contre. J'aime pas l'idée d'enfermer les femmes dans un seul écosystème, et ça m'a très vite rebutée. Mais je pense que c'est pas une solution à proprement parler, mais c'est un dispositif qui est en complément, en fait. Ça ne peut pas marcher tout seul, en fait. Et c'est ce qu'on va expliquer dans ce graphique. Oui, en fait, c'est peut-être un tremplin, en fait, ces tournois dédiés. Parce que déjà, on veut développer la scène amateur, qui est trop souvent oubliée. Et si on développe la scène amateur et qu'on incite des femmes à s'inscrire dans les compétitions amateurs, ce qui fait émerger des talents. On trouve des talents, forcément. Et on ne pourra plus nous reprocher de ne pas avoir assez de femmes qui sont bonnes aux jeux vidéo. Et derrière, on pourra éventuellement les intégrer progressivement dans des ligues ou dans des teams mixtes. C'est ce qu'on espère. À niveau professionnel. Et aussi, à ces talents, ils deviennent forcément des rôles modèles, comme on a dit avant. Et ça peut donc du coup inciter d'autres femmes à s'engager dans les compétitions. Et ce sera un cercle qui permettra donc d'arriver peut-être à une mixité. Donc c'est une bonne piste. Et comme Maria l'a bien dit, c'est pas un dispositif définitif ou qui suffit à lui seul, mais c'est peut-être une piste d'amélioration. Voilà, c'est comme le monde, c'est vraiment quelque chose de circulaire qui rentre vraiment dans le cadre de plusieurs dispositifs et pas genre juste
une scène mixte, une scène féminine. Ça ne peut pas marcher et c'est trop clivant. Et le soutien de team et de tournois, on voit que les pros, quand même, ils ont pris conscience que le marché de la femme dans l'e-sport, ça va peut-être devenir quelque chose de beaucoup plus fort. Et pourtant, ça n'a pas très bien commencé. Hein, parce que c'est vrai qu'au début, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal avec les teams féminines parce que pour moi, c'était vraiment un outil marketing, encore une fois, où la femme était utilisée comme un produit pour contenter un public masculin. Ça desservait, forcément, il y a quand même des hommes qui n'appréciaient pas ça non plus parce que on n'a pas spécialement être pris juste pour un mâle affamé, ni pour une femme d'être juste utilisée pour être juste une image pour faire joli. Oui, il y a ici également quelque chose à noter, donc le Girl Gamer Festival, qui a quand même un sponsor Sephora, donc qui s'engage dans l'e-sport à travers ce festival, donc qui montre enfin un sponsor qui vise un peu plus un public féminin, et ce qui est aussi bien pour aider les femmes à se développer au niveau professionnel. Ouais, donc plutôt une bonne chose. Après, il faut que ça se développe encore plus. Hein. Il faut inciter encore ces professionnels à aller plus loin et plus vite aussi. Parce que forcément, ils vont nous opposer des questions de logistique, des problèmes qu'on a pu rencontrer lorsqu'on a voulu justement instaurer des teams mixtes. Voilà. Mais bon, il ne faut pas se donner une excuse, il faut avancer et essayer. Exactement. Et il y a d'ailleurs plus de teams mixtes qui se développent aujourd'hui. Donc, c'est toujours des fois, c'est pas toujours encore optimal comme organisation. Il y en a encore qui se ratent, mais c'est normal. C'est pas, si on n'essaie pas, on va jamais trouver qu'est-ce qui n'a pas marché, comment justement gérer cette team mixte. Et faut bien commencer quelque part. Et justement, moi, j'encourage encore vraiment tous les acteurs de l'e-sport qui aimeraient monter des équipes à se pencher aussi, à réfléchir au côté, pas forcément juste équipe de garçons, équipe féminine, mais à penser aussi à l'éventualité des équipes mixtes qui peuvent très bien fonctionner. Un travail aussi peut-être des pouvoirs publics. Il faut peut-être un peu aussi pousser vers la mixité, ça pourrait nous aider. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, pas mal des pistes d'amélioration. On voit bien qu'avec ces petites pistes déjà, on arriverait peut-être à un cercle plus vertueux parce que plus de femmes, plus de spectatrices et plus d'argent. Et plus d'argent, plus de femmes. Voilà, on a fini. Alors on voulait vous parler aussi d'un un projet qu'on a en interne chez Women in Games qui peut aider à la mixité. On en est convaincus. C'est une sorte d'incubateur de joueuses. En fait, on veut aider des joueuses sur certains jeux à progresser, à monter en compétences en leur mettant à disposition des coachs professionnels qui leur permettraient justement de rentrer plus tard dans des ligues mixtes ou des équipes mixtes. Voilà, donc c'est la première étape d'un projet qui est amené à évoluer et à évoluer dans tous les sens du terme et à se réadapter en fonction des résultats qu'on obtiendra à ce moment-là. Oui, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir à ce sujet. Voilà. Merci.